tout le monde et bienvenue. Repérage, remobilisation, insertion, ce sont des termes qu'on entend souvent. Et derrière ces concepts, il y a des professionnels engagés, des initiatives concrètes qui peuvent changer des trajectoires de vie. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en écoutant les acteurs et les actrices de l'O2R en Bretagne. Bienvenue à ce premier épisode des Rendez-vous du Greffe, les voies de l'insertion en Bretagne, consacré à l'offre de repérage et de remobilisation. Je suis Marie-Claire May du Greffe Bretagne et au programme de cette heure ensemble, les témoignages de deux porteurs de projets en Finistère et dans le Morbihan et la DRETS qui nous présentera le cadre de ce dispositif. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Jourdain, qui est directeur adjoint, et Bilitis Gomez, chef de projet adjointe à Défi Emploi du Pays de Brest. Bonjour à vous. Bonjour. Léa Barrault, qui est chargée de projet au groupe Néo 56. Bonjour Léa. Bonjour. Ludivine Lemarchand, qui est chef de projet d'insertion des personnes en situation de handicap et pilote du dispositif E2R à la DRETS Bretagne. Bonjour. Bonjour. Et ma collègue Milena Pavlovic, qui animera le chat avec vous. Bonjour. Bonjour. Et pensez bien à cliquer sur le petit bouton Tout le monde, comme ça tout le monde pourra profiter de vos questions et de vos remarques. On va commencer tout de suite en prenant un petit peu de hauteur. Ludivine Le Marchand de la DRETS, tu vas nous présenter le cadre et les enjeux du dispositif O2R. Exactement. Donc, bienvenue à toutes et à tous et bonjour à nouveau. Donc, l'offre de repérage et de remobilisation, plus communément appelée O2R, s'inscrit justement dans le cadre de l'article 7 de la loi plein emploi de 2023 et elle a pour objectif de mieux accompagner les personnes dites entre guillemets invisibles, celles qui échappent notamment aujourd'hui aux dispositifs communs classiques de droit commun, que ce soit autour de la formation, de l'emploi ou de l'insertion de ces personnes. Merci Ludivine. Et concrètement, comment est-ce que ce dispositif s'organise sur le territoire breton? Donc en Bretagne, le dispositif est piloté notamment par la DRETS Bretagne, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi décliné plus localement par le pilotage des DETS, donc les directions départementales à l'emploi, au travail et des solidarités, qui sont dans chaque département. Et ce dispositif O2R prend appui notamment sur un maillage territorial qui est structuré et réfléchi avec tous les acteurs du territoire. Donc en Bretagne, on a 12 opérateurs dont justement les deux projets que vous allez voir aujourd'hui, qui ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire. Et leur mission principale, c'est d'aller à la rencontre de ces publics et de leur proposer un parcours progressif qui est construit étape par étape et qui très souvent est de manière individualisée. Merci beaucoup. Et en effet, on entendra tout à l'heure des exemples de parcours. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroulent ces parcours? Mm-hmm. Justement, le parcours, il se déploie en trois phases successives qui sont complémentaires les unes des autres. La première et la plus importante, c'est le repérage de ces personnes dites invisibles. C'est l'acte d'identifier les personnes invisibles et d'aller vers elles dans leur lieu de vie grâce à des acteurs de proximité comme les opérateurs O2R. La deuxième, c'est la remobilisation de ces personnes, c'est le fait de recréer un lien de confiance avec elles, le fait de leur proposer des activités, des mises en relation, mais aussi l'acte de justement lever les freins périphériques à ces personnes. Et donc la troisième phase du parcours, c'est l'accompagnement, qui est l'action de construire avec chaque personne un parcours individualisé qui peut ouvrir soit sur l'emploi, la formation, l'accès aux droits ou à d'autres formes d'insertion sociale, mais tout en gardant l'objectif principal justement du dispositif qui est de raccrocher ces personnes au droit commun, donc de les réinscrire auprès des partenaires du droit commun. Et donc ces trois phases, elles constituent un parcours qui est assez complet et qui va justement du repérage jusqu'à l'accompagnement en passant par la remobilisation et ça permet d'apporter une réponse adaptée à chaque situation. Et donc, au-delà justement de ce cadre et de cette méthodologie, comme tu le disais, ce qui compte, ce sont justement les pratiques et les résultats concrets sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on va maintenant entendre les deux opérateurs bretons qui viennent justement témoigner de la manière dont ils mettent en œuvre ce dispositif sur les territoires au quotidien et de l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui sont accompagnées.
Merci beaucoup Ludivine et en effet après ce cadrage place au terrain, on va découvrir ensemble comment le dispositif se déploie en Finistère dans le pays de Brest avec Guillaume Jourdain et Bilitis Gomez de Défi Emploi. Donc vous allez nous parler aujourd'hui du projet Adeli. Et est-ce que vous pouvez nous le présenter? Et puis alors vous êtes en consortium avec plusieurs acteurs, donc vous allez nous en dire plus. En effet, donc Guillaume Jourdain, directeur adjoint à Défi Emploi à Brest. Donc, on va vous présenter le projet ADELI. Donc, peut-être déjà définir l'acronyme ADELI. Donc, c'est accès au droit, émancipation, logement, insertion et emploi. Donc, ça correspond un peu à ce que vient de dire, à balayer un peu tous les sujets que vient d'évoquer Ludivine. Donc, le projet ADELI réunit un consortium de 4 partenaires, à la fois sur le pays de Brest et sur le pays de Morlaix. Donc, je salue les collègues qui sont dans le chat. J'ai vu que David était là sur la mission locale de Morlaix. Et du coup, afin de mettre en œuvre une offre de service visant le repérage, la remobilisation et l'accompagnement des personnes dites invisibles. Donc, les 4 partenaires du territoire, donc, sur le territoire de Brest, on est avec Défi Emploi, du coup, une structure d'insertion qui est leader du consortium avec Sato Relais, qui est un acteur dans les QPV, quartier prioritaire de la ville, pardon. Euh, la mission locale de Brest et également la mission locale de Morlaix, du coup. Le consortium, l'idée, c'est de balayer tout le territoire du Finistère Nord et de s'appuyer également sur les expériences de chacun. Donc, à savoir que Défi Emploi et Sato étaient engagés précédemment sur le PIC 100% inclusion de 2020 à 2023 et les missions locales étaient, elles, intégrées sur le PIC 100% invisible. Donc voilà, également sur la période précédente. Donc, on avait des acteurs qui avaient déjà une première expérience. On s'est réunis tous ensemble pour présenter ce projet-là. À la fois, l'idée était de couvrir l'ensemble du territoire et puis de s'appuyer sur les expériences et les forces et les expertises de chacun pour couvrir tout ça. Merci beaucoup. Et Milena a mis dans le chat un lien vers la plateforme La Place, où vous avez justement les fiches projets et aussi les fiches des projets dont vous avez parlé du PIC, donc du plan d'investissement dans les compétences. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quoi consiste votre approche pour repérer et mobiliser les personnes éloignées de l'emploi? Oui, je vais prendre le relais. Donc, je suis Bilitis Gomez, donc chef de projet adjointe sur ce projet Adélie. Donc, comme l'a dit précédemment Ludivine, le projet se déploie en 3 actions complémentaires. Donc, on va avoir une première phase de repérage. Donc là, l'idée est de repérer et sensibiliser autrement les publics en dehors des radars. Donc, pour ce faire, nous mettons en place diverses actions. Donc, pour Défi Emploi, ça va être surtout des permanences dans des lieux d'accueil de jour, dans des points de distribution alimentaire. Mais on a aussi un collègue initiateur de parcours qui est présent tous les mardis à un endroit. Donc, c'est un point de repère pour nos bénéficiaires. Donc, ils peuvent venir à sa rencontre comme ils le souhaitent, sans rendez-vous. Pour la mission locale, du coup, ils vont effectuer plus des opérations d'aller vers et des permanences également. Et enfin, pour ICO, ils vont intervenir dans les QPV, donc à travers des permanences et aussi des ateliers hebdomadaires auxquels peuvent se joindre les bénéficiaires. Donc, pour ce qui concerne la remobilisation, donc là, l'idée, c'est de redonner confiance aux personnes, les redynamiser, donc favoriser la découverte métier et l'estime de soi. Donc, on met en place un planning. Donc, chaque structure définit son planning. Donc, on est force de proposition, bien évidemment, on propose des choses, mais l'idée aussi, c'est de se baser sur ce que nos participants souhaitent faire. Voilà. Donc, ça peut être des actions liées au sport, culture, loisirs, bien-être. Voilà, c'est assez vaste. Donc, tous les mois, ces plannings sont mis en commun et voilà, on va pouvoir le diffuser auprès de l'ensemble de nos partenaires. Donc, pour vous donner quelques exemples d'actions, on peut monter des ateliers cuisine. On a un partenariat également avec Sport et Quartier de la ville de Brest. Donc là, toutes les semaines, on va pouvoir découvrir une activité sportive. Il y a des balades en mer également qui ont été mises en place. On peut aller au musée. Voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est assez vaste. Dernièrement, on a mis des randonnées en place, voilà, à l'initiative de nos bénéficiaires. Voilà, ils souhaitaient marcher. Voilà, ils nous ont expliqué qu'ils aimaient la marche. Donc, on a monté des petites matinées randonnées.
Donc voilà pour ce qui en est de la remobilisation. Et au niveau de l'accompagnement, donc là, on va être sur un accompagnement social. L'idée, c'est d'identifier les freins et d'accompagner les personnes à la levée de ces freins. Donc, ça va concerner les sujets de la santé, le logement, la mobilité, garde d'enfants. Donc voilà, cet accompagnement peut se faire de manière individuelle, mais également en collectif à travers des ateliers. Je reviens sur la remobilisation, je ne l'ai pas dit, mais pour communiquer aussi, on utilise les réseaux sociaux, beaucoup. Pour la mission locale de Morlaix notamment, ils utilisent Instagram. Donc, je vous invite à aller le consulter. Boosta Life 29. ICO et Mission Locale Pays de Brest diffusent pas mal sur Facebook. Voilà, avec le Facebook Adélie et le Facebook ICO. Et pour Défi Emploi, nous, on a décidé de créer un groupe WhatsApp. Voilà, donc on propose à nos bénéficiaires d'intégrer ce groupe s'ils le souhaitent. Et on va y diffuser toutes les dernières actualités, les actions à venir. Voilà, quand on prend des photos pendant les actions, bah, c'est l'endroit où on peut partager photos, vidéos, voilà, le ressenti des personnes à travers ce groupe WhatsApp. Donc voilà pour ce qui en est du parcours. On a un objectif aussi d'inscription à France Travail. On n'oublie pas, dans les 3 à 5 premiers mois du parcours. Ça fait partie d'un de nos objectifs. Et actuellement, nous sommes en train de déployer le projet dans les secteurs du rural. Donc, on en est dans la première phase. Donc, on a ciblé 3 Comcom. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des différents partenaires pour leur présenter le projet afin d'identifier les éventuels besoins sur ces différents territoires. Donc là, on a démarché les CCAS, les points de distribution alimentaire, les mairies, les vestiaires solidaires, secours catholique. Donc voilà, on est dans la première phase de communication auprès de ces 3 Comcom. Voilà un peu comment on procède à Brest. Et enfin, Hum, Merci beaucoup et justement pour les personnes qui nous écoutent, si on retient les axes forts et spécifiques du projet, il y a ça, je dirais, l'adaptabilité, l'accompagnement à tous les niveaux. Vraiment, vous écoutez ce que les gens aussi vous proposent pour adapter vos ateliers, vos activités. Oui, ouais, enfin, quand on regarde le projet, c'est un peu la façon dont il a été monté, c'est essayer de s'adapter tout le temps à la personne et avoir un parcours individualisé, comme disait Ludivine tout à l'heure, parce qu'on sait qu'on est sur des personnes fragiles, mais ça va, quand on parle d'adaptabilité, ça va sur tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on parle à la fois en termes de public, on est un consortium où on mêle à la fois la mission locale qui s'occupe des jeunes moins de 26 ans, et puis nous, on a 2 structures avec Sato et avec Défi Emploi qui s'occupent plutôt des personnes adultes. Donc, on a des ateliers, des fois, qui sont ciblés sur les personnes jeunes ou alors que sur les personnes adultes, mais on essaye aussi de faire des ateliers où tous les participants sont mêlés. On a fait notamment un atelier avec la découverte des travaux du tramway, ouais, où là, du coup, tous les publics étaient mêlés, à la fois le public moins de 26 et le public adulte. Donc, voilà, c'est une histoire de brasser tout le monde ouais, et de faire se connaître également les gens. On a aussi une adaptabilité, on va dire, en termes de territoire. Parce que aujourd'hui, comme les Abilities, on avait des structures qui travaillaient beaucoup sur les quartiers prioritaires de la ville, mais Morlaix, on est plus sur un territoire rural, et nous également, à Défi Emploi, on essaye de développer ce côté rural actuellement. Et on voit que c'est pas du tout la même ouais, façon de faire de la LEVER, ou en tout cas la même façon de faire de l'accompagnement. Quand on est dans un quartier prioritaire de la ville, on a un point de repère, comme on disait tout à l'heure, ouais, les gens y viennent. Quand on est sur le rural, on ne peut pas être partout et les gens ont des problèmes de mobilité, donc c'est une façon différente. ouais, On se rend plutôt disponible, on fait plutôt du sur-mesure dans le rural, donc voilà, c'est une façon différente de faire. Et puis, on a également, du coup, les forces et les faiblesses de chacun. Ce qu'on essaye de faire, c'est de voir, on a tous monté des projets sur le pic, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins marché. C'est pour ça qu'on est aussi beaucoup à l'écoute des participants de ce qu'ils veulent faire, parce qu'on sait qu'ils sont un public qui est assez fragile comme ça, qui est un peu réfractaire à tout ce qui est administratif, etc. Si on veut les remobiliser, il faut qu'on soit à leur écoute et qu'on fasse ce qu'ils ont envie de faire pour réussir à les remobiliser. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de s'adapter le plus possible à tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, bah, c'est vraiment intéressant. Puis ça montre aussi l'intérêt de la coordination avec différents partenaires et vraiment comment dire, de mutualiser aussi et de partager vos pratiques. Et je voulais juste revenir sur le chantier du tram. Si je me trompe pas, c'est la photo qu'on a pour illustrer le webinaire.
C'est Euh, ça. oui, donc merci pour ça. Et puis bah, sur la place aussi, on a quelques images euh, par rapport aux différents projets, aux différents ateliers. Euh, je regarde dans le chat. On me demande, oui, sur les structures citées. Ah oui, il y a des personnes qui redemandaient les réseaux sociaux des structures citées. On va vous les retrouver tout à l'heure, juste le temps. Il y avait donc une page Facebook pour le projet Adélie et une page Facebook pour ICO. Oui, ils ont une page Facebook, donc ICO. Il y a une page Adélie qui est gérée par la mission locale et une page Instagram Ok, et ben par la mission locale de Morlaix. Boost ta life 29. merci beaucoup. On va chercher ça tout à l'heure. Hop, je remets juste pour l'orthographe. Justement, c'est intéressant d'y aller jeter un coup d'œil, ça illustre bien ce qui est mis en place sur le territoire. Merci beaucoup. Et puis on les enverra par la suite, on les mettra dans l'article aussi qui accompagnera le replay du webinaire. Donc rassurez-vous, on vous les trouvera. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de rebondir ou de partager une expérience? Et moi, je reprends un petit peu les différentes choses dont on avait parlé quand on a préparé le webinaire. On a parlé de vos supports de communication et ça, c'est très intéressant. Je trouve vous utilisez quand même une variété de supports et surtout les groupes WhatsApp où vous pouvez être en lien de manière immédiate et vraiment au plus proche des personnes accompagnées. Donc, je trouve que ça, merci Milena. Ça, c'est très intéressant. Vous communiquez aussi à l'ensemble de vos partenaires, vous communiquez, vous m'avez dit, le planning des actions. C'est ça. Donc tout ça, c'est... Ce qu'on voit, enfin, ça illustre aussi ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la richesse du projet aussi de s'adapter, c'est-à-dire qu'on est sur un public très large de moins 26 à adultes en fait, et on voit que c'est pas la même façon de communiquer Mm. suivant le public. On voit là, enfin David, je vois qu'il a partagé à Instagram de la mission locale de Morlaix. Quand ils nous l'ont présenté, on a dit ouais c'est génial, mais c'est Mm. plus ciblé Oui. jeune. Donc en fait c'est là où il faut adapter. Et des fois, on a une communication, on va dire, identifiée pour le Mm. consortium, et après, on a une communication où chacun aussi y va de sa façon de communiquer auprès des publics qui Oui. le concernent. Le groupe WhatsApp, on sait qu'il marche chez nous Oui. beaucoup plus pour des filles emploi. Pour les jeunes, on sait que sur Instagram, voilà, ils ont l'info, pas de souci. Merci beaucoup. Et je relais une question aussi qu'il y a. Quelles sont les communautés de communes comment dire, vous avez mentionné des communautés de communes tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles Alors, du coup, sur le projet, on intervient sur le pays de Brest et sur le pays de Morlaix. Donc, sur le pays de Morlaix, enfin, David et la mission locale interviennent sur l'intégralité du pays. Et nous, sur le pays de Brest, en fait, on intervient sur Brest Métropole et pratiquement exclusivement pour le moment. Et on a décidé, en fait, il y a 8 communautés de communes sur le pays de Brest. Et on a décidé d'en cibler 3 prioritairement Mhm. pour l'instant, parce qu'on ne pourra pas être partout sur le rural. Donc, on a communiqué auprès Pays la des Comcom Abernes. du pays des Abers, du pays de l'Est-Nevin, communauté et de Landerneau. Mm. Merci beaucoup. Et je relais aussi une autre question. Quand est-ce que vous avez démarré le projet et quelles sont les plus grosses difficultés rencontrées, que ce soit sur le repérage, enfin sur les 3 phases en fait. Alors, le projet, il a démarré officiellement la Mhm. convention au mois de novembre. On a eu une période de mise en route, on va dire, même si c'était des projets Mhm. qui, pour certains, étaient déjà plus ou moins en place, parce que c'était la poursuite du plan d'investissement dans les compétences. Pour certains, avaient été continués par des financements autres. Donc voilà, mais on a eu une phase de mise en route et on a vraiment, vraiment commencé la phase de repérage et la phase consortium et de monter les actions ensemble à partir du mois de janvier. Et pour ce qui est des difficultés, je dirais dans la phase de repérage, on a affaire à un public, ça peut être compliqué par moment, on les voit, après on les voit plus, ça prend du temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, l'aller vers. Je pense à mes collègues qui sont présents dans les points d'accueil de jour, dans les points de distribution alimentaire. Euh, Ça a mis du temps avant que les gens leur fassent confiance, que les gens osent aller échanger avec eux, voilà, ça demande beaucoup de temps. Et ensuite aussi, les faire venir sur des actions de remobilisation. Ça, c'est assez, ça peut être compliqué.
Voilà, certains sont dans des situations, sont isolés depuis un certain temps. C'est pas toujours évident de se retrouver dans un groupe. Donc voilà, progressivement, on y arrive. Là, en tout cas, pour ce qui est de défi emploi, on a un petit groupe qui est constitué, qui revient régulièrement sur nos actions. Mais voilà, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on est obligé de proposer d'être force de proposition et pas être uniquement dans l'attente de ce qu'ont besoin. Comme ça nous permet de proposer vraiment un catalogue d'actions très varié et chacun peut y trouver ce qui l'intéresse et ce qui va le faire sortir de chez lui, venir à la rencontre d'autres personnes. Donc voilà, je dirais les difficultés les plus grosses sont sur l'axe de repérage et de remobilisation. Et une fois que ça y est, la confiance est gagnée, dans ce qui l'accompagnement, en général, ça va tout seul, quoi. Les gens, c'est plus facile. Et je rajouterais peut-être juste Mm. un truc, parce que je voyais dans le chat qu'il y avait les critères d'éligibilité à Oui. l'entrée. Euh, Nous, enfin, la façon dont on a décidé de procéder, c'est on fait du repérage du tout venant. Mm. Et on essaye de récolter les justifs administratifs parce que c'est une obligation, mais l'idée c'est vraiment d'accueillir tout le monde et de ne pas imposer un cadre administratif dès le départ. On peut les Mm. laisser venir à 2, 3, 4 rendez-vous en les accompagnant et les valoriser uniquement sur la phase de repérage. Et une fois qu'on a les justifs administratifs et que la confiance, comme l'a dit Oui, Laetitia, est en place, on récupère les justifs et là on vient les intégrer à la phase de exactement. remobilisation avec des critères d'entrée. Mais on Mhm. essaye de pas d'avoir de blocage, on va dire, Mm, mm. administratif à l'entrée parce que ça va contre ce qu'on veut faire en fait. Complètement. Très bien, ben merci. On a encore quelques minutes. Est-ce que vous voulez... je regarde les questions. Il y a encore des questions dans le chat. Il y en a auxquelles vous avez répondu sur les publics que vous accompagnez, sur leur fragilité. Vous en avez mentionné quelques-unes, sur parfois la difficulté de recréer du lien, tout simplement de sortir de chez soi. Par rapport à la stratégie pour le repérage dans la ruralité, ça, si je me trompe pas, c'est plutôt vos collègues des autres structures qui seraient à même de répondre. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez envie de mettre un mot dans le chat, allez-y. Et il y a d'autres questions. Euh, alors, je vois critères d'entrée, vous y avez répondu. Les MSNP ou devez-vous passer par France Travail? Est-ce que... Et il y a une autre question aussi sur France Travail, comment vous Alors, les amenez euh, vers l'inscription? On a encore quelques petits instants pour répondre et je regarde, il y a aussi d'autres... Il y a une personne qui dit, je travaille aussi en ruralité, je suis sur O2R depuis 2 mois. La stratégie du repérage est d'être présent lors de la distribution alimentaire, en pied d'immeuble, jardin partagé, les tiers-lieux aussi. Donc merci beaucoup pour ce partage. Euh, et est-ce que leur proposer un projet collectif pour initier la dynamique de groupe ne serait pas une solution? C'est ce qui a Mm. été mis en place dans le dispositif PIC des tours créatifs. Bonjour Tiffaine d'ailleurs. Euh, donc ben voilà, il y a quelques idées aussi. Euh, c'est l'idée hein, aujourd'hui, Oui. quand on vient proposer des actions à l'initiative des participants, l'idée dont parlait Billy tout à l'heure de Stéphane qui est au Capucin, donc il y a un tiers-lieu en fait sur Brest où les gens peuvent aller le voir. L'idée c'est de créer ce Mhm. groupe-là qui lui va mettre en place des actions et sur un projet collectif en effet. Et juste sur le lien avec France Travail, alors on a du lien avec le réseau pour l'emploi, évidemment. L'idée, parce qu'on en fait partie déjà nous, et puis les missions locales également, l'idée c'est à la fois on a besoin d'eux pour vérifier l'absence d'accompagnement dans les 5 derniers mois au niveau de l'éligibilité des personnes, puisque on est sur des personnes Mhm. qui des fois ne savent pas, elles sont inscrites à France Travail, mais elles n'ont pas été vues depuis X temps, mais ne savent pas, donc on a besoin de vérifier ça quelquefois. On a aussi, on s'appuie sur les actions qui sont mises en place, notamment dans les découvertes métiers, avec la Task Force Entreprise notamment, qui permet voilà, de découvrir certaines choses. Et donc, on peut participer à des actions qui sont mises en Mhm. place ou voilà, dire à France Travail, bah, nous, on fait ça, voilà, les prévenir. Voilà, c'est un peu le lien qu'on a avec elles. Et préparer également l'inscription, c'est-à-dire qu'on n'inscrit pas juste les gens, OK, vous êtes inscrits, l'idée, c'est Mhm. de les accompagner. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions et je suis désolée, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes là à l'oral. Mais merci beaucoup
Guillaume et Bilitis, si vous voulez, après, vous pouvez regarder dans le chat aussi et répondre. Mais surtout, on va écouter Léa Barrault qui va nous parler du projet Ariane maintenant. Merci. Merci beaucoup. Et on poursuit donc ce tour d'horizon, hein. On passe du Finistère maintenant au Morbihan. Ben, bonjour à tous. On t'entend, merci. Bon, il y a des choses qui vont être similaires à ce qu'a présenté Défi, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, je te propose de nous présenter le projet et vous aussi, vous êtes en consortium avec plusieurs partenaires et du coup, ça vous permet d'unir vos forces pour atteindre les publics éloignés de l'emploi. Oui, c'est ça. Ben, du coup, le projet Ariane, c'est une réponse en consortium à 6. Donc, il y a plusieurs associations. Je salue Sophie Pantier, que j'ai vue, qui est dans notre consortium, qui est dans le webinaire. Donc, il y a la Sauvegarde 56, la MICEP, Agora Service, la mission locale du Pays de Vannes, la politique de la ville de Vannes et Néo 56. Du coup, l'intérêt de ce consortium et la grande richesse, c'est qu'on a déjà un membre du RPE qui est directement avec nous, avec la mission locale, et on a des associations qui sont implantées depuis de nombreuses années avec un réseau, des ateliers existants, des plateformes de remobilisation, notamment pour la sauvegarde. Euh, Plein de choses qui sont à disposition et qu'on peut utiliser dans le cadre d'O2R. Après Néo 56, il avait déjà été lauréat pour les PIC et CEGGR sur Pays de Vannes et Pays d'Auray. Donc, ça permet d'avoir déjà un réseau. Et après, en tant que notre association à nous, on utilise aussi beaucoup de nos structures. Notamment, on a un chantier d'insertion en maraîchage qu'on peut utiliser, un restaurant avec des contrats en insertion. On a une structure mobilité où on a une auto-école solidaire et on fait de la location de véhicules solidaires. Donc ça peut être utilisé dans le cadre d'O2R. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Et bien, un peu la même question que tout à l'heure aussi, hein, avec tout ce que tu viens de nous dire et la variété d'actions que vous mettez en place. Si on devait retenir deux axes forts, ce serait... Et ben, c'est à peu près les mêmes que défi. Donc, le premier, enfin, d'abord, pour moi, c'est vraiment un vrai aller vers. C'est ça le principal, la principale caractéristique du projet. Parce qu'on est une équipe disponible, réactive. Les professionnels sont aussi véhiculés pour aller à la rencontre des personnes, pouvoir les emmener, les ramener. Donc voilà, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'on a un vrai aller vers pour les partenaires, on a une réactivité, mais aussi pour les personnes et qu'on accompagne pour le coup partout. Et le deuxième atout, je dirais que c'est la flexibilité. Donc ça, c'est un peu comme défi. On s'adapte vraiment à la demande du public et c'est ça qui marche vraiment bien. Après, peut-être que l'échelle du projet, enfin, a priori non, parce que du coup, Défi est plus gros que nous, ils font la même chose. Mais parce que il disait qu'il repérait à peu près 500 personnes. Nous, pour donner un ordre d'idée, on est plutôt sur 85 personnes par an repérées. Et, et juste, j'ai comparé les deux associations, parce que c'est les deux présentations. Et ils accompagnent 100 personnes, nous, on accompagne 60. Donc voilà, je pense que pour 60 personnes accompagnées, quand on a par exemple 5-6 personnes qui ont un frein identique, on peut créer un atelier pour y répondre. Donc là, ça a été le cas notamment pour les publics allophones. On a créé des cours de français sur mesure de manière hebdomadaire pour répondre à leurs besoins et enlever ce frein-là. C'est la dernière demande à laquelle on pense. D'accord, ben merci. Et puis au passage, je crois que tu as répondu à une question qu'il y avait un peu plus tôt. Parmi les publics que vous accompagnez, justement, enfin, il y a plusieurs typologies de personnes. Est-ce que, oui, tu disais sur une année de projet, il y a plusieurs profils qui se dessinent? Oui, donc on est quand même encore sur un public jeune sur le territoire de Vannes Agglomération. Donc ça, c'est sûrement l'historique du CEJJA où on a évidemment le réseau d'associations qu'on connaît. Mais c'est un public jeune qui a des grosses problématiques, notamment de phobie sociale. Il y a beaucoup de victimes de violences aussi, des jeunes femmes qui ont été violées.
Donc là, on a un gros travail d'estime de soi à faire sur ce public-là. On a un public rural, donc là où il y a tous les problèmes de mobilité qui sont connus, hein, voilà, on est confronté à ça. On a de nombreuses personnes bénéficiaires de la protection internationale, donc avec les freins administratifs, la barrière de la langue, la mobilité. Des familles monoparentales, nombreuses, et aussi beaucoup de femmes enceintes. Là, je ne sais pas, sur cette fin d'année, on a beaucoup de femmes enceintes. D'accord, ben merci. Pardon, je regardais une question du chat en même temps, mais on y reviendra tout à l'heure. Comment vous repérez les personnes? Comment est-ce qu'elles peuvent venir à vous? Tu disais que vous faisiez beaucoup d'aller-vers, justement, donc comment est-ce que vous proposez votre accompagnement? Qu'est-ce qui fonctionne? Ouais, ben, il y a deux manières, je dirais, dans le repérage. Il y a le repérage indirect. Donc là, c'est par le biais de relations partenariales où on a présenté le projet. Donc ça a été ça a mis beaucoup de temps, hein. C'est des heures de rendez-vous. Et donc après, les partenaires nous orientent des personnes qui seraient éligibles. Et la deuxième manière, c'est plutôt de manière directe. Donc là, on fait des permanences aussi à l'image de défis. Donc hebdomadaires pour être bien identifié. Je pense à un de mes collègues qui est au Resto du Cœur sur un territoire, qui est là tous les 15 jours, il est là. On fait pareil sur les territoires ruraux sur Questember Communauté, distribution alimentaire, la permanence qu'ils font aussi, des associations locales qui font des maraudes, enfin, on se greffe à leurs maraudes. On fait de la collaboration aussi entre projets au 2R quand il y a des territoires frontaliers, on va dire, où il peut y avoir des personnes des deux endroits. Ben, on va avec le projet MREN. Et on fait aussi des maraudes directement. Donc ça a été fait avec le Secours populaire qui a un bus ambulant ou alors la Croix-Rouge qui fait des maraudes nocturnes avec distribution de repas. Donc là, on a une éducatrice spécialisée qui a pu être présente. Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai que je trouvais ça vraiment très intéressant, le fait que vous ayez une permanence donc, bah, avec le projet MREN. C'est ça, vous êtes toutes les deux présentes. Et, Oui, pas moi, mais ouais, les collègues. oui. Pardon? Je dis pas moi directement, mais les collègues, Oui, oui. pardon. Enfin, il y a deux personnes qui représentent le projet qui sont présents et ça permet vraiment d'orienter les personnes. Et je trouve que ça, c'est plutôt très intéressant. Et par rapport au parcours, tu peux nous les présenter, comment dire, bah, l'étape de repérage, de remobilisation, d'accompagnement, et puis après peut-être illustrer par des exemples des parcours de personnes. Du coup, donc repérage, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Pour la remobilisation, bah, on fait des ateliers à la demande des personnes, comme on a expliqué, mais après, il y a des ateliers qu'on propose aussi pour être force de proposition. Pour donner des exemples de parcours de remobilisation, donc nous, on a des axes remobilisation par le sport. Donc là, on s'est mis en lien avec les maisons sport santé qui proposent un parcours de 10 séances pour les personnes pour leur faire découvrir des activités ou juste les mettre en mouvement, les mettre en lien avec des associations du territoire aussi. L'éducatrice spécialisée qui est dans le projet, elle fait de l'escalade et du bloc. Donc, elle utilise ce support aussi en individuel avec les personnes pour travailler sur tomber, se relever, voilà, l'échec aussi en même temps. On a pu faire des cours de self-défense. Donc, ça a très bien marché pour notamment, je ne pensais pas, femmes voilà, qui veulent un peu reprendre confiance en elles et être maîtres de leur corps. On peut prendre en charge des abonnements sportifs aussi. On a pu le faire pour un monsieur qui était dans son pays président de la fédération de karaté. Donc, bah, là, on trouvait que ça avait du sens qu'il puisse avoir accès à des cours collectifs karaté. En remobilisation, en deuxième axe, c'est le bien manger. Donc là, on peut faire aussi des ateliers cuisine. On travaille avec la Banque alimentaire qui a une cuisine mobile. Ils viennent sur le chantier d'insertion en maraîchage qu'on a et du coup, ils cuisinent avec le surplus de légumes. On a mis en place des paniers solidaires de légumes. On a mis, troisième axe aussi, c'est l'estime de soi.
Donc ça, on a fait des ateliers coiffure, manucure, soins du visage, relooking, voilà. Il peut y avoir des ateliers mobilité. Donc là, on fait des cours pré-code, notamment. Enfin, on ne donne pas des cours de code, mais on fait une sensibilisation, notamment pour les jeunes qui ont des trottinettes électriques, des vélos publics, voilà. Euh, et dans d'autres ateliers qui ont pu être mis en place, c'est là, on a fait un partenariat avec la Croix-Rouge et les personnes peuvent passer leur premier secours. Donc, ça veut dire qu'ils ont un diplôme. Donc, ça, c'est assez valorisant pour le public qu'on a jeune qui est en échec scolaire. Parfois, c'est souvent le premier diplôme qu'ils ont. Donc, c'est quand même, enfin, ils étaient tous très, très satisfaits. Donc là, on va mettre une récurrence sur cet atelier-là. Et après, il y a plein d'autres ateliers, mais l'atelier linguistique aussi, voilà, avec le professeur de FLE, qui est le dernier en date de la semaine dernière. Voilà. Merci. Et moi, je vous suis aussi sur LinkedIn et j'ai l'impression qu'il y a régulièrement aussi des photos de tous ces ateliers, Mm, etc. Si les gens veulent aller regarder, je mettrai le lien peut-être tout à l'heure où mm. Milena. Et, et donc bah, là, tu nous as présenté ouais, toute cette variété d'ateliers hein, qui permettent vraiment bah, de répondre à plusieurs aspects. Est-ce que tu peux nous parler, bah, tu avais des exemples de parcours, voilà, bah, une personne qui a été accompagnée par le projet, bah, comment ça se traduit concrètement? Ouais. Bah, je peux vous illustrer par des exemples assez concrets. Je trouve parfois ça parle davantage. Donc, par exemple, il y a une personne qui s'appelle William, enfin, peu importe, qui a été repéré donc par le service de premier accueil, enfin SPADA, service de premier accueil personne en demande d'asile, qui nous ont orienté cette personne, qui était un réfugié francophone. Il avait pour projet d'être aide-soignant. Donc, on a commencé à faire des ateliers de remobilisation avec lui. Donc, il a participé à un nombre d'ateliers considérable. Et puis, on a travaillé aussi la demande de logement parce qu'il avait eu un problème d'hébergement. On a travaillé son projet professionnel, donc il a réussi à rentrer en formation d'aide-soignant. On a fait du coaching, des dossiers. Après, on maintient son accompagnement dans Ariane malgré son entrée en formation, parce qu'il a des grosses difficultés avec l'informatique notamment et dans l'organisation. Donc nous, on reste vigilant à ça avec le début de la formation. On a fait les dossiers de logement, mais là, on travaille vraiment en lien avec son suivi RSA du département, qui est important. Parce que nous, Ariane, on est un tremplin. On est là à peu près 9 mois, 12 mois maximum. Et on voit que pour des demandes de logement, il faut une structure qui est là de manière un peu plus pérenne. Donc là, pour sa demande de foyer jeune travailleur, notamment, c'est le département qui a appuyé sa demande. Et, euh, et voilà, c'est un beau parcours. Après, il y a un autre parcours auquel je pense là, c'est une jeune qui a été, pour donner un parcours un peu différent, qui a été repérée par une association qui est dans les QPV. Donc elle a été victime de violence, elle est traumatisée, donc elle voulait plus du tout sortir de chez elle. Il n'y avait aucune structure qui arrivait à l'accompagner. Donc on a été appelé. Au début, on allait à domicile la rencontrer. Et puis après, au fil du temps, on est allé dans un café. Ensuite, elle est venue au bureau. Et voilà, là, on dirait que c'est très simple comme ça avec ce public-là, mais c'est quelque chose qui met beaucoup de temps. Et finalement, je trouve qu'elle est vraiment pleine de bonne volonté, cette jeune, puisqu'elle est venue justement à la formation premier secours et elle était dans un groupe de 8 personnes, donc c'était une grande première pour elle. Donc, je trouvais intéressant de montrer aussi cet exemple parce que voilà, William, lui, il a fait une entrée en formation, on peut dire, ah, c'est super. Et après, Morgane, elle, ne serait-ce que d'aller sur un atelier collectif où il y a plusieurs personnes, c'est déjà un grand pas vers l'insertion professionnelle ou formation par la suite. Voilà, pour les différences. Et sinon, il y a aussi d'autres cas, hein, des gens qui sont à la rue, qu'on a soutenus dans leur demande de logement. On a fait des procédures administratives en lien avec la préfecture.
Voilà. Je sais pas si on a comme, enfin, si je pourrais parler des situations pendant des Merci. heures, hein, ça j'adore, Bah mais oui, oui. Bah écoute, il reste encore un petit peu plus de 5 minutes. Et je repense à une question qu'il y avait un petit peu plus tôt aussi dans le chat sur bah, les difficultés rencontrées par les personnes. J'imagine qu'il peut aussi y avoir des problèmes d'addiction aussi. Donc est-ce que vous avez voilà, des choses que vous mettez en place qui peuvent aider aussi ces ouais. personnes-là? Comment vous pouvez accompagner à ce niveau? Bah, déjà, on travaille beaucoup pour les addictions avec les associations. Donc on travaille en lien. Après, c'est vrai que si la personne n'est pas forcément, enfin, a encore des addictions très présentes, on va pas aller sur les mêmes ateliers que d'autres. On les oriente pour le soin. Après, on les accompagne aussi, mais bon, on peut pas non plus forcer une personne. Faut qu'il y ait de l'adhérence. Oui, oui, Euh, bien sûr. et après, Merci. Et je remonte un petit peu les questions aussi, parce qu'il y avait des questions sur les freins liés à l'illettrisme, la non-maîtrise des compétences de base, malgré une scolarisation en français. Donc, est-ce que vous identifiez ce frein-là aussi? ah oui, 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 surtout pour le public BPI. Mm. Après, bah ça, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des territoires. On a beaucoup de chance avec les appels à projets Bob 104. On a eu une formation pour les alphas, donc en lien avec une association à l'ICEP. Donc, on les oriente beaucoup sur cette structure-là. Après, bah, nous, on a mis là, les cours de français en place. On essaye aussi là, de développer, c'est tout nouveau, du parrainage. Donc, ça veut dire qu'on a là, pour quelques personnes, il y a un parrain et une marraine. Et ils font juste des ateliers conversation. Donc, voilà, juste pour qu'ils se familiarisent avec la langue. Mais voilà, c'est une problématique de tous les jours. On se rapproche vraiment des associations du territoire pour le coup. Donc ça, je pense que c'est différent d'un territoire à l'autre et des appels à projets qu'on Oui. été dans ou pas. Et il y avait une personne qui demandait si vous utilisez le test EVA avant le précode pour identifier le niveau. Oui, oui, Ok. oui, c'est bon. Et il y avait aussi bah, une question sur combien d'ETP êtes-vous sur le terrain, donc d'équivalent temps plein, et quel était le profil des personnes dans l'équipe. Et ça, je me dis que ça peut aussi être intéressant, Guillaume et Bilitis, si vous voulez nous partager ça aussi. Il nous reste encore enfin, une dizaine de minutes où on peut encore échanger, donc si vous voulez reprendre la parole. La constitution de l'équipe, du coup, c'est ça? Ouais, Ouais. Oui, bah, la question un peu pour les deux, voilà, comment... Du coup, à Défi Emploi, du coup, il y a trois initiateurs de parcours, donc une personne dédiée pour le développement sur le rural et deux personnes sur le pays de Brest. Et du coup, moi, j'interviens sur la partie coordination avec Guillaume. Voilà, donc on est cinq. et après, la mission locale du Pays de Brest a 3 ETP Oui. sur le territoire, vraiment une équipe dédiée à les Verts. À Morlaix, il y a 2 ETP et ICO, 3 ETP, Quatre. 4 avec Oui. l'UTI. Et donc, ICO n'intervient que dans les quartiers prioritaires des villes. D'accord, merci. Et Léa, Nous, alors sur le pays de Vannes, donc il y a donc les équipes, l'équipe sur Vannes Aglo, c'est constitué d'une éducatrice spécialisée et d'une CIP. Elles travaillent en binôme. Et après, sur les territoires qui sont plus petits, on va dire, c'est une seule personne qui fait l'accompagnement. En général, c'est des CIP. Donc, on a un collègue qui est là une journée par semaine sur le territoire doré, une collègue qui est là une journée et demie enfin, dédiée sur le projet sur ce même territoire et toute l'agglo. Et après, pour les territoires ruraux, et c'est un mi-temps. Voilà. Et merci, moi-même en charge de projet. merci beaucoup. Et vous parlez bien de TP que pour le projet O2R, je pense que Oui. oui, moi j'avais compris ça comme ça. Donc, oui. Merci. Et merci aux personnes qui partagent aussi leurs expériences sur leurs projets dans le chat.
Et il y a une personne qui... Il y avait des questions sur la rémunération. Il y a une personne, vous n'êtes pas bloqué par le critère non inscrit, un RPE. Voilà, je ne sais pas si on a encore le... Enfin, est-ce que c'est des sujets où on peut vraiment rentrer dedans là tout de suite? Est-ce qu'on a le temps? Et peut-être que ça aussi, c'est un petit peu au cas par cas. Mais, euh, mais voilà, si vous avez quelque chose à partager là-dessus. Sinon, moi, j'ai encore quelques questions pour vous. Euh, Parce que on a parlé de votre profil LinkedIn, Léa, mais tu disais qu'il y avait aussi beaucoup de communication via les réseaux sociaux, il y a des supports et des flyers, etc. Oui, du coup, on communique via les réseaux sociaux. On a fait un flyer dédié au projet. On a une newsletter aussi où on inclut les actualités. Et on communique aussi via les réseaux d'associations ou les groupements de l'ESS dont on fait partie. Mais les groupes WhatsApp, je note. Enfin, nous, on utilise WhatsApp, mais plutôt en individuel. Ça marche bien. En tout cas chez nous. Ben oui, c'est une bonne idée. Et ben, on est encore ensemble quelques minutes, hein, donc si vous voulez, on Je peut... vois juste une question sur les allocataires du Oui, RSA. voilà, ouais. Du coup, sur les allocataires du RSA, nous, on a eu un sujet parce que du coup, on a présenté l'action à la DTAS, donc du coup, qui est en lien avec les personnes orientées sociales, parce qu'on trouvait qu'il y avait du lien à faire, notamment vous pouvez repérer des gens et voir pour pour nous les orienter. Mais on avait cette question d'éligibilité des personnes déjà accompagnées, enfin déjà inscrites du coup au RSA, parce que toutes les personnes au RSA doivent s'inscrire à France Travail aujourd'hui. Et donc ça rejoint un peu la question d'avant, est-ce qu'on est bloqué par l'inscription au RPE? Donc dans l'idée là, on a une doctrine qui est sortie sur le fait que les personnes au RSA peuvent être accompagnées si jamais on n'a pas été accompagné dans les 5 mois, d'où l'idée d'avoir du lien avec le RPE et de pouvoir vérifier cette raison-là, l'absence d'accompagnement dans les 5 mois, et puis sinon le fait de faire un co-accompagnement. Donc nous ici, ce qu'on essaye de mettre en place, mais on attend une validation, c'est on a fait une attestation de co-accompagnement, du coup avec les trois raisons qui sont données dans la doctrine, donc c'est-à-dire de ne pas être inscrit au RPE, ou alors d'avoir une absence d'accompagnement dans les 5 mois, ou alors d'être voilà, être OK avec le conseil départemental, comme quoi l'action qu'on met en place est la mieux adaptée pour la personne. Sachant qu'on n'a pas la référence RSA, nous, ici, sur le dossier à Adélie, du coup, ça veut dire qu'il faut on veut formaliser une attestation de co-accompagnement avec le département. Donc là, aujourd'hui, elle est en cours et elle est en étude avec le conseil départemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens au RSA qu'on avait repérés, pour l'instant, ils ne sont pas dans nos chiffres. Et on attend de formaliser ce co-accompagnement pour pouvoir voilà, mettre en œuvre vraiment l'accompagnement avec eux. Eh bien, bah, merci beaucoup. Et merci beaucoup Delphine hein, pour tous vos apports. C'est très intéressant. Et euh, je remonte encore un petit peu les questions. Euh, Moi, autrement, mais je vous pose des questions, moi, en attendant. Euh, sur, sur un petit peu sur bah, l'échange de pratiques, sur des choses que vous pourriez partager en complément aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, des apprentissages que vous avez faits sur enfin, Eléa et Guillaume et Bilitis, parce que bah, vous disiez aussi que vous aviez l'expérience sur d'autres projets, donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez partager plus particulièrement aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent? Bah, Là, je pense que c'est ce En qu'on a plus de tout ce essayé. que vous avez déjà dit, hein. Ouais, bah moi enfin, je trouve en tout cas, et après on dit la même chose et on n'est pas sur le même territoire, donc je pense que co-construire avec les gens, et selon leurs besoins, c'est vraiment intéressant. Enfin, si on peut le faire, ça marche vraiment bien. Ils adhèrent et ils ont confiance. Euh, après, nous, enfin, si je peux revenir juste sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était de se dire, on avait évoqué avec Ludivine, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la question de l'éligibilité avec
d'aller chercher le critère administratif et le justificatif qui va avec. L'idée, nous, c'est vraiment de s'adapter à ça et en effet, on n'oublie pas qu'il faut ce justificatif-là, mais l'idée, c'est pas de se bloquer non plus parce que voilà, on sait qu'il y a des actions qui sont compliquées à mettre en place si on commence par notre relation justement par demander un justificatif administratif, etc. C'est un peu compliqué d'aller attirer les gens comme ça. Donc on sait qu'on est sur un public en plus volatile, qui est assez Mhm. voilà, réfractaire à tout ça. Donc l'idée c'est de créer le lien de confiance en amont, de ne pas aller directement non plus sur l'emploi. C'est voilà, de créer un lien de confiance déjà au début. Et puis après, au fur et à mesure, le parcours du que 12 mois, mais voilà, on ne va pas frontalement sur l'administratif et sur Mhm. l'emploi. L'idée c'est d'essayer un accompagnement un peu différent. Je rebondis aussi bah, pour faire le lien entre ce que vous disiez, parfois la difficulté avec des personnes qui pourraient être en défiance des institutions, par exemple. Il y avait une question de Claire Moreau tout à l'heure, qui, si je ne me trompe pas, est sur le projet O2R Lumilab en Bretagne. Avec la DIP 35 et qui demandait comment emmener vers l'objectif d'inscription à France Travail avec des personnes qui seraient justement en défiance ou que faire s'ils refusent. Est-ce que c'est des cas que vous avez déjà rencontrés aussi? Est-ce que... Alors, des cas de refus, pour le moment, on n'en a pas eu. Ouais, nous non plus. Après, des gens qui sont très réfractaires via l'institution, bah déjà, on parle pas du tout de l'inscription au premier abord. Enfin, ça met quand même plusieurs mois. Et après, ce qu'on explique, nous, on fonctionne, on fait des rendez-vous tripartites déjà à l'inscription. Donc, ça veut dire que le professionnel accompagne la personne. Donc déjà, ils sont avec quelqu'un qu'ils connaissent. Et ce qu'on a établi, c'est que au moment du rendez-vous, chacun explique un petit peu ce qu'il va faire avec la personne. Et ça, ça marche plutôt bien parce que c'est clair. Et du coup, il n'y a pas trop de défiance finalement. Enfin, en tout cas pour nous. De notre côté, s'il y a pas, non, on n'a pas eu de personnes trop réfractaires. En général, ils connaissent, hein, ils savent, mais non, on n'a pas eu de refus catégorique et c'est assez fluide hein, au niveau des inscriptions dans l'accompagnement. Pas de problème particulier. Très bien, bah, merci beaucoup. Et oui, donc Claire disait qu'au Lumilab, malheureusement, ouais, c'était des publics qui étaient en défiance vis-à-vis du réseau pour l'emploi. Et peut-être qu'effectivement, oui, c'est lié aux problématiques des bénéficiaires. Je me dis que ça peut être aussi des sujets qu'on peut se garder pour de futurs échanges et ça me permet de faire du lien avec ma conclusion parce que je vois qu'il est 54. Et je voulais vous remercier pour tout ce qu'on a entendu, tout ce que vous nous avez partagé, pour toutes les questions qu'il y a eu dans le chat. Merci beaucoup et merci aussi à Ludivine et à Milena. Je voulais vous dire qu'il y aura un replay de ce webinaire, il y aura un article qui va l'accompagner, donc ça nous permettra de remettre aussi certains éléments, les supports, les liens des réseaux sociaux, etc. Je voulais aussi vous dire que on a aussi une plateforme où on peut prolonger ces échanges. Vous pouvez retrouver les coordonnées de tous les porteurs de projets en Bretagne. J'imagine que certaines personnes connaissent déjà, mais donc c'est la plateforme La Place. C'est national, ça fonctionne avec des communautés. Donc il y en a des nationales, il y en a des régionales. Il y en a qui sont généralistes, emploi, formation, insertion, et il y en a consacrés à l'O2R. Milena vous remet le lien pour la communauté bretonne que j'anime, et on propose des ateliers d'intelligence collective et des échanges aussi entre porteurs de projets. Ça nous permet de creuser certaines questions qu'on a vues aujourd'hui et où malheureusement on est un petit peu limité par le temps, mais en tout cas n'hésitez pas aussi à nous rejoindre là-bas, à poser vos questions, on peut les relayer, vous mettre en contact, ça avec plaisir. Et moi, ben, je vous donne rendez-vous pour le prochain Voix de l'insertion en Bretagne, donc avec d'autres porteurs de projets au 2R le 9 décembre. D'ici là, il y aura d'autres rendez-vous proposés par le greffe. Et aussi, je vais vous envoyer par la suite un questionnaire d'évaluation. Ça prend quelques minutes à remplir et ça nous aide beaucoup pour voilà, améliorer ces rendez-vous et puis bah, vous proposer des choses qui, on l'espère, coïncident avec vos attentes.
Donc, bah, merci encore tout le monde, les intervenantes et les intervenants, Milena, et puis bah, les personnes qui sont avec nous. Et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir.